Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format où on va parler bouquins. Alors je sais, habituellement sur YouTube, quand on parle de livres, ce sont généralement des jeunes femmes qui présentent des romans young adultes type Twilight. Mais rassurez-vous, ici on va parler de livres en rapport avec l'actualité, la politique et les idées. Depuis le début de cette chaîne, de temps en temps, j'envoie des mails à des éditeurs pour qu'ils m'envoient leurs ouvrages récemment sortis. Jusqu'ici, il faut bien le dire, ça avait été un échec. Et puis récemment, j'ai envoyé tout un tas de mails à plein d'éditeurs, et, par miracle, peut-être que maintenant la chaîne est assez grande, certains d'entre eux m'ont répondu favorablement et m'ont envoyé des ouvrages sortis en mars et avril. Et c'est ainsi que j'ai reçu 3 livres, ce qu'on appelle des services de presse. Dans l'idéal, le but de ce nouveau format sera de faire une présentation critique des livres que j'aurai reçus, et ensuite d'avoir une discussion plus large autour du sujet dont ils traitent. Il se trouve que pour cette première vidéo, les livres reçus se prêtent peu à la discussion, ce sera donc principalement une présentation critique. Le premier livre que j'ai reçu, c'est Refondation de Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains de Vendée, président du courant Force républicaine fondé par François Fillon. Alors, je ne suis pas sympathisant Les Républicains, je ne vais pas juger ce livre selon mes propres valeurs, mais plutôt selon les objectifs que s'est assigné son auteur. Et avec ce livre, Bruno Retailleau souhaite participer à la redéfinition des orientations de la droite. Dans ce livre, grosso modo, il affirme une ligne libérale conservatrice, même s'il refuse l'étiquette, ligne contrebalancée par une tendance catholique sociale et un reste de gaullisme. Il veut libéraliser un peu et réformer sans trop dénaturer le modèle social français. La rupture chez Retailleau ne se situe pas là. Sur le plan moral, par contre, des valeurs pures, il fait partie de la droite des Républicains, affirme des valeurs chrétiennes, s'oppose à la PMA et à la GPA, il a soutenu la manif pour tous. Face à l'islamisme et même à l'islam, il oppose une laïcité stricte, par exemple, il est contre le voile à l'université et appelle même à sortir des traités internationaux si ceux-ci nous imposent l'islam, comme c'est le cas avec des affaires comme la crèche Babylou récemment. Au niveau des questions internationales, de l'Europe, c'est une vision gaulienne. Il veut une Europe des nations, une Europe qui affirme son héritage civilisationnel. Alors en fin de compte, est-ce que ce livre apporte de quoi renouveler la pensée de droite, tendance les républicains? C'est là que le bas blesse. Personnellement, je n'aurais pas appelé ce livre Refondation, mais Affirmation, car au final, il y a peu de choses qu'on n'a pas déjà entendues ailleurs. Certes, il y a le côté civilisationnel, contre l'islam, contre la GPA et la PMA, ce qui n'est pas forcément affirmé bien haut par d'autres, mais Retailleau est un ardent filloniste, et ce livre se situe dans cette lignée. Il aurait très bien pu être écrit début 2017, avant le crash de la fusée Fillon. Dans ce livre, on a l'impression que l'élection de Macron est une anecdote secondaire, comme si les cartes n'avaient pas été entièrement rebattues. Déjà, ce livre, pour être une vraie contribution à la refondation de la droite, devrait avoir, pour moi en tout cas, une partie autocritique. Or, de ce côté-là, on est très faible. Il y a une forte critique de la gauche, tout est la faute à mai 68, y compris le capitalisme managérial, technocratique et libéral libertaire, analyse classique depuis un certain discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Retailleau inclut Macron dans cette lignée, qui serait donc le dernier avatar de la gauche libérale libertaire. C'est quand même vite oublié qu'une bonne partie des ministres de Macron sont issus de la droite, et c'est aussi oublié que depuis 50 ans, la droite a été la moitié du temps au pouvoir et n'a pas fait une politique de gauche jusqu'à preuve du contraire. Ce manque de nouveauté dans l'analyse s'explique par le manque d'intellectuels à droite, et dans un passage d'ailleurs, Bruno Retailleau déplore ce manque d'intellectuels, et c'est assez flagrant dans le livre puisque la moitié des intellectuels critiques de la gauche qui sont cités au fil des pages dans le livre sont de gauche. On a Debray, Morin, Christopher Lasch, voire même Yascha Mounk, qui a publié un ouvrage récemment, signe que Retailleau puise ses analyses dans des ouvrages de gauche récents. Et cette confusion se voit jusque dans les références de Bruno Retailleau, qui à un moment définit le système social français comme suit. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Or, cette phrase, personnellement, je l'ai souvent croisée, mais dans des livres d'histoire du socialisme, car cette phrase, souvent, sert à résumer la pensée socialiste. Et pour cause, puisque l'un des intellectuels qui a mis en avant cette phrase n'est autre que Karl Marx. Dans un tout autre registre, autre détail amusant que j'ai pu relever, Retailleau s'affirme contre la hausse de la CSG, mais par contre affirme que lui aurait augmenté la TVA. En France, les politiques sont toujours contre les impôts, sauf ceux qu'ils inventent eux-mêmes. Au final, ce livre intéressera des gens de droite dure, souhaitant une forme de manifeste, mais à mon avis, il n'y a pas de quoi refonder la droite, ça manque d'une autocritique, et puis surtout d'une analyse sur les perspectives électorales. Alors, c'est bassement matériel ce que je dis là, mais aujourd'hui, les Républicains sont à la remorque dans les sondages, ils sont le 3e parti de France, loin derrière le Rassemblement National et la République En Marche, et pourtant, ils continuent à se penser comme étant le parti naturel de l'alternance, comme si la question des alliances avec le Rassemblement National ou d'autres n'avait pas à être pensée. À mon avis, cela réduit la portée de cette volonté de refondation, et c'est d'autant plus étonnant que Retailleau mentionne l'antiracisme comme moyen utilisé par la gauche pour neutraliser la droite. S'il sait que c'est une stratégie dégueulasse d'hégémonie de la gauche pour museler la droite, alors il doit aussi briser ce tabou. Le second livre que j'ai reçu parle d'un sujet dont on a beaucoup parlé en mars à cause des attentats qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande, à savoir le grand remplacement.
Ce livre s'intitule Le Grand Remplacement, intox ou réalité. Il est édité aux éditions Pierre-Guillaume Deroux et écrit par Jean-Paul Gourevitch, un spécialiste des questions migratoires qui a déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. Avec ce livre, Gourevitch ne veut pas convaincre le lecteur que le grand remplacement existe, ou au contraire qu'il n'existe pas, mais veut apporter des éléments pour que chacun puisse ensuite se forger sa propre opinion. Gourevitch nous présente d'abord la thèse de Renaud Camus, inventeur du concept de grand remplacement. Ce grand remplacement, c'est deux choses. D'abord, c'est une thèse à consonance complotiste de Camus, qui part du principe que le remplacement de population est voulu par les élites. Et ensuite, c'est devenu un terme générique utilisé pour donner corps à l'impression de submersion migratoire que de plus en plus de gens ressentent, mais sans cette notion complotiste. Là, clairement, dans ce livre, on parle de la thèse de Camus. Il sera donc aussi question de savoir si ce remplacement est un projet pensé ou non. C'est assez intéressant parce qu'on apprend en fait que le grand remplacement, c'est un élément dans un tout plus large qui prend place dans toute une architecture idéologique bâtie par Camus, une sorte de théorie de la décadence occidentale. Gourevitch cite un extrait de Camus assez significatif que je vais vous lire pour que vous vous fassiez une idée de sa théorie si, comme moi, vous ne vous êtes jamais penché sur le sujet avant. Son principe opératoire est le remplacement de l'original par la copie, de l'indigène par l'allogène, du naturel par l'artificiel, de la campagne par la banlieue, du monde par le site touristique, du poisson sauvage par le poisson d'élevage, des artères par des tuyaux, de l'œil par l'info, du regard par la sociologie, de l'expérience par la statistique, de la lettre par le chiffre, du complexe par le simple, de la culture par le divertissement, de la littérature par le journalisme, de l'exercice par le sport, du livre par la compétition, de l'homme par la matière humaine indifférenciée, rendue aussi homogène que possible par l'industrie de l'hébétude, en ses trois branches principales, l'école, les écrans, le trafic de stupéfiants. Du coup, cette partie, je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle dessine un portrait de Camus que je trouve assez attachant au final. Avant de lire ce livre, je savais juste que c'était un intellectuel cultureux, gai, un peu dandy, et c'est tout. Maintenant, j'en ai l'image d'un homme de culture qui voit tout partir à volo et qui bâtit une théorie globale de la décadence, assez romantique au final, pour expliquer cette dégradation de la civilité et de la civilisation. On est donc très loin d'un personnage haineux ou incitant au meurtre qu'on aurait pu imaginer. Ensuite, Gourevitch va tenter de donner des éléments pour que l'on se fasse une opinion sur le grand remplacement à travers divers chapitres. D'abord, la question démographique, où il démontre que les démographes des instituts publics manipulent un peu les chiffres, jouent sur les mots pour cacher l'importance réelle de l'immigration, notamment en jouant sur les termes de solde migratoire et d'immigration. Et puis, malheureusement, très vite, quand on sort du champ de compétences de Gourevitch, les flux migratoires eux-mêmes, je trouve que l'ouvrage devient bordélique, voire un peu catalogue. On a parfois un enchaînement de petits paragraphes qui font annuaire. Par exemple, on nous présente de façon succincte le CCIF, puis son contraire, l'Observatoire de l'islamisation. Au lieu de ça, j'aurais préféré un historique des méthodes du CCIF, une analyse de sa stratégie, de son djihad judiciaire. Et puis, il y a des affirmations données gratuitement. Sur l'antisémitisme ou la contestation de certains enseignements à l'école, on a juste des paragraphes de quelques lignes, sans chiffres ni exemples, alors qu'on en a dans la littérature, et les chiffres existent. Il faudrait que Gourevitch nous montre que ce grand remplacement s'accompagne d'un remplacement de culture, de rapport au monde, de croyances, etc. Le problème, c'est que là on a une affirmation gratuite qui ne convaincra que ceux qui veulent bien être convaincus. Et à côté de ces éléments importants à peine survolés, Gourevitch prend 4 pages pour démontrer qu'un article de Riposte laïque, un site anti-islam, exagère des informations réelles pour coller à sa vision du monde. Autre exemple, le chapitre 8, intitulé Islamisation de la France, intox ou réalité, ne répond pas à la question posée, ne donne pas de chiffres sur la progression de l'islam en France, de la progression du halal, et du coup, il est difficile de se faire une idée. La conclusion finale du livre est elle-même assez symptomatique. Gourevitch ne conclut pas, normal quelque part puisqu'il veut laisser le lecteur se faire un avis, mais ce n'est pas seulement qu'il ne tranche pas, il passe les 3 pages de cette conclusion à se plaindre d'avoir été ostracisé par les grands médias, dont Le Monde, où il intervenait avant de faire ses ouvrages sur l'immigration. Je trouve franchement que cette conclusion est assez étrange pour un livre qui parle du grand remplacement. Ce livre, tout en restant neutre, aurait pu être un ouvrage de synthèse sur les chiffres migratoires, sur l'état de sécession des banlieues, sur l'avancement de l'islamisation. On a déjà des ouvrages sur ces questions qui mériteraient compilation, et au lieu de ça, on a un ouvrage de bric et de broc, un conglomérat dont on ne sait pas toujours bien où il va et ce qu'il veut montrer. Au final, ce livre, qui ne veut pas prendre position sur la théorie du grand remplacement, à mon avis ne convaincra pas les sceptiques et n'apportera pas grand-chose à ceux qui croient déjà à cette théorie. C'est assez dommage puisque ce livre sort en même temps que d'autres qui, eux, même s'ils ne traitent pas directement de cette théorie, eh bien apportent des éléments plus probants pour se faire un avis. Et là, je pense à L'Archipel français, un livre de Jérôme Fourquet qui est sorti en mars dernier, et qui d'ailleurs a eu le prix du livre politique, qui montre que 18% des enfants qui naissent en France aujourd'hui ont un prénom d'origine musulmane, alors qu'ils étaient juste une fraction il y a quelques décennies. Voilà en tout cas pour le grand remplacement, réalité ou intox. Maintenant, passons au dernier ouvrage que j'ai reçu. Il s'agit d'Islam et politique, un ouvrage collectif réalisé sous la direction
de Pierre Puchot, donc réalisé par des journalistes et des chercheurs, parmi lesquels d'ailleurs Romain Caillé, qui est quelqu'un d'actif sur Twitter et qui est intéressant de suivre, puisqu'il fait souvent des topos sur l'actualité djihadiste, entre guillemets. Il s'agit d'une réédition d'un ouvrage qui est sorti en 2015, donc ça se sent un petit peu sur certains articles qui n'ont pas forcément tous été réactualisés. Je n'ai pas beaucoup de choses à en dire, c'est un ouvrage technique qui fait le point sur l'islam politique au Maghreb et au Proche-Orient. Il fait un topo pays par pays des stratégies des divers partis islamistes et islamo-conservateurs, plus ou moins issus des frères musulmans. Ce livre montre la diversité des positions et des degrés de radicalisation ou de déradicalisation de ces partis. Cet ouvrage se concentre surtout sur le jeu institutionnel, donc il y a peu de choses sur Daesh et les islamistes radicaux. La question djihadiste, tout comme le fond idéologique de l'islamisme, ne relève pas de cet ouvrage. C'est clairement assumé dès l'intro du livre, ça parle des actions pragmatiques, de l'action dans le réel de ces partis, pas du côté doctrinal. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce qu'il permet de se faire une idée de la diversité de ce qu'on case sous le terme d'islamiste en Occident et qui couvre un éventail extrêmement large de pratiques, allant d'un réformisme conservateur, comme les chrétiens démocrates chez nous, à des défenseurs de la charia la plus intransigeante, / rétrograde. Voilà donc pour ce dernier livre, Islam et politique. J'espère que ce nouveau format vous a intéressé. Si c'est le cas ou si vous pensez qu'il y a des choses à changer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. De toute façon, personnellement je suis intéressé par le monde de l'édition et des livres, donc ce format en théorie devrait être pérenne. D'ailleurs je pense ne pas me cantonner aux livres récemment sortis, mais aussi de temps en temps vous présenter des livres qui sont sortis il y a plus longtemps, mais qui à mon avis méritent quand même d'être lus. En tout cas, cette vidéo-ci est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans un format plus habituel. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.